OK, donc, ouais, OK, parfait. OK, donc, je vais, encore une fois, donc, partager l'écran. Est-ce que vous voyez bien, donc, l'écran, ça marche? OK, parfait. Alors donc, François Ier, donc le pouvoir royal s'affermit, dont on l'a dit restaurateur des lettres, le roi chevalier, le roi architecte. On avait vu donc François Ier et donc sa sœur Marguerite de Navarre. La toile la plus représentative donc du personnage, ici donc en François Ier, donc un des grands monarques de l'histoire de France, la fameuse bataille de Marignan en 1515, où il y a eu donc plus de 16 000 morts en 16 heures. C'est assez terrible, mais une victoire vraiment écrasante. L'urne donc qui contenait donc le cœur de François Ier, donc au château de Fontainebleau, si je ne m'abuse, donc c'est une de mes photos, est un peu floue. Le fameux symbole, donc la salamandre couronnée, que je porte sur mon veston, évidemment, donc depuis quelques années. Donc, un personnage donc un des plus importants. Donc, on était rendu, si je ne m'abuse, ici. Donc, on avait vu la dernière diapo, c'était Je nourris et j'éteins. C'est bien ça, non? Oui, monsieur. Il me semble, hein, parfait, merci. Alors donc ici, le château donc, de Fontainebleau, auquel donc, il aurait participé donc, pour la construction. Regardez comme c'est magnifique, évidemment, donc typique de l'architecture donc de la Renaissance. Magnifique escalier ici, donc, et vous devinez bien que donc, je me suis fait prendre en photo avec mon épouse au sommet de cet escalier, évidemment, donc en 97, lors de notre premier voyage donc, en France. La fontaine Bliot, donc on parlait évidemment, donc lorsqu'on était au Moyen-Âge, on disait, ben là, les hommes du Moyen-Âge, évidemment, donc étaient bon, plus sales que ceux de la Renaissance et tout, mais évidemment, la Renaissance, on a une peur vraiment donc viscérale de l'eau, parce que donc, comme vous le comprenez, comme vous le verrez, dans certaines villes, donc à cause de la surpopulation, ben, il n'y a pas de tout à l'égout, il n'y a pas de canalisation, alors donc les pots de chambre, donc ce qu'on appelle évidemment les toilettes là, portatives. On jette ça évidemment donc dans les rues. Alors, donc à Paris jusqu'au 18e siècle, le matin, on passe pas sous les fenêtres parce qu'on peut se faire arroser d'excréments, donc trucs comme ça. Et évidemment, ben là, ça s'en va dans les rivières, dans les puits, on boit l'eau et évidemment, on tombe malade. Donc, on a une peur vraiment donc importante de l'eau. Et on dit que François Ier donc, il y avait toujours deux ou trois gardes qui gardaient cette fontaine, donc qui s'appelle la fontaine Bliot ou la fontaine Bello, d'où le château qui va s'appeler par la suite le château de Fontainebleau. Donc, ça a tous un lien avec ceci. Cette fontaine-là existe encore, on peut la voir. Imaginez donc quand même quand on se promène sur le vieux continent, c'est ce que l'on peut voir. Le château de Blois, auquel il aurait aussi participé pour la construction, donc dessiner certains trucs. Vous voyez donc l'escalier qui est très imposant. On dit que lorsque François Ier recevait donc des gens à la cour, donc tout dépendant de l'importance donc des gens qu'il recevait, et il descendait. Par exemple, s'il recevait, par exemple, Charles Quint, donc roi d'Espagne, évidemment, donc il descendait jusqu'en bas pour aller donc accueillir son hôte, qui est son égal, si on veut. Lorsqu'il recevait donc des gens de moindre importance, ben, parfois il descendait qu'à la moitié de l'escalier pour les rencontrer, et ensuite de ça, ben, parfois il ne descendait pas du tout, donc les gens devaient en monter seuls donc l'escalier. Regardez l'architecture, c'est vraiment donc magnifique. Le chef-d'œuvre, évidemment, de l'architecture, donc de la Renaissance, quoique certains historiens vont dire qu'il y a quand même certaines bases donc, de l'architecture du Moyen Âge, c'est le château de Chambord, donc qui a été dessiné par Léonard de Vinci. Donc, on parlait de l'importance de Léonard de Vinci. Il aurait travaillé à ce château-là. Il est vraiment magnifique, typiquement inspiré donc de l'architecture italienne, avec donc ses motifs. Donc, ici, c'est la plupart des châteaux de la Loire sont construits avec ce qu'on appelle donc la pierre de tuffeau. C'est une pierre blanche très, très friable. Donc, si vous allez à Fontainebleau, à Chambord, si vous allez donc à Chenonceau, donc ce sont tous des châteaux qui sont dans la vallée de la Loire, donc en France, et c'est cette pierre-là qui est faite, on creusait, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de caves à vin aussi, parce qu'on creusait donc pour aller chercher cette pierre-là qui est assez friable, et donc le blanc et le noir qui est typique un peu donc de l'architecture donc italienne, mais en Italie c'est des couleurs plus vives, évidemment le marbre, donc tout ça, en France on n'avait pas cette qualité de pierre, donc on vraiment, alors vous voyez donc le type, donc le nombre de cheminées, donc ça c'est vraiment magnifique, je l'ai visité plusieurs fois. L'an passé, on l'a visité pour la première fois avec mon fils. Et donc, le jeune garçon qui s'occupait donc de faire les visites et tout, disait qu'il y avait environ seulement 15% du château qui était accessible donc aux visites. On parle d'une pièce aussi hantée donc à l'intérieur de ce château, comme dans nombreux châteaux évidemment donc de France. Vous voyez donc une de mes photos, donc ici, donc vraiment magnifique, donc le château donc de Chambord.
Le château d'Amboise, qui est donc le premier château vraiment donc de François Ier, tout près de l'endroit où demeurait donc Léonard de Vinci. Je vous dis qu'il était donc très proche des deux. Ce château, c'est le château préféré de mon fils, puisque donc là, on ne le voit pas, mais donc on voit vraiment qu'il est en surplomb, donc la Loire, donc le fleuve, là, donc qui est comme une rivière, si on veut. Monsieur Forgebach, oui. Monsieur, excusez-moi, je ne l'ai pas dérangé, c'est juste que je pense que votre micro il est au niveau le plus haut. Je vous entends très fort. J'essaie de le régler, puis de mon bord, ça ne marche pas. OK, voulez-vous comme ça? Est-ce que c'est mieux? Ou? Oui. OK, parfait, pas de problème. Est-ce que les autres, c'est mieux comme ça aussi? OK, parfait. Donc, vous me le dites, s'il y a un problème, il n'y a pas de problème. Alors oui, donc c'est ça, exactement, le château préféré de mon fils. Et ce qui était vraiment fascinant la dernière fois, c'est qu'on avait donc un hysteriopad. Je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est une tablette numérique. Alors on rentre dans le château, qui est un château évidemment donc de l'époque de la Renaissance. Et évidemment, donc, on bouge la tablette comme ça, et là, donc, tout sur la tablette devient un peu donc réel. C'est-à-dire que les couleurs de l'époque, les soldats de l'époque, la nourriture, donc c'était vraiment fascinant. C'est la première fois qu'on avait ce genre de truc, qu'on appelle un historiopade, en tout cas en France, ils appellent ça comme ça. Et pour les visites, c'est vraiment fascinant parce qu'on rentre dans la salle d'armes et on voit donc les armes qui, théoriquement, devaient être donc à l'époque. Alors, c'est vraiment donc fascinant. Ici, donc, photo ici en bois, donc de l'an passé, donc en 2019. Aussi, donc ici, c'est la cour intérieure. Vous voyez, donc c'est quand même assez magnifique. C'est le Clos Lucé, donc c'est l'endroit où demeure, donc où est mort Léonard de Vinci. C'est l'endroit, donc d'ailleurs, au château d'Amboise, il y a la chapelle dans laquelle donc Léonard de Vinci a été enterré. Il y a la plaque, donc la plaque. En fait, il est enterré dans la chapelle, donc vous avez donc son espèce de cercueil sous une dalle scellée, si on veut. Et ici, donc, c'est le Clos Lucé. Et c'est sur ce terrain-là, qui est immense, que vous pourrez donc voir toutes les inventions grandeur nature, donc créées par Léonard de Vinci. Donc, c'est vraiment fascinant, donc, comme endroit. Alors donc, notre ami François Ier, donc, première chose qu'il va faire, évidemment, donc on est toujours dans la culture humaniste. On a dit, évidemment, donc, que chez les humanistes, il y a une remise en question, donc, du pouvoir de la religion. Alors, donc, la première chose qu'il va faire, donc, il monte sur le trône en 1515 et en 1516, il va faire le Concordat de Bologne, qu'on appelle, c'est-à-dire, il va limiter, donc, le pouvoir du clergé. Alors, évidemment, donc, quelque chose de très significatif parce que donc il est de cette éducation humaniste dans laquelle on veut se séparer évidemment donc du clergé. Quoique le clergé est très, très important. On le verra aussi, l'Église va être très importante aussi. Bientôt, on le verra. Évidemment, ensuite de ça, il va donc créer ce qu'on appelle donc la noblesse de robe. Alors donc, ce sont des bourgeois donc qui, parce que donc, François Ier comprend donc que la bourgeoisie prend de l'ampleur, que la bourgeoisie donc est de plus en plus riche à cause donc, des échanges commerciaux avec l'Italie, avec les tissus, avec tout ça. Il y a de grands orfèvres donc chez les bourgeois, des grands personnages qui font donc toutes sortes de trucs, qui vendent beaucoup. Et donc, il se dit, là, évidemment, il faudrait que ces gens-là, je les ai de mon côté aussi. Alors, évidemment, donc, la noblesse, on a évidemment la noblesse de sang, vous en souvenez, donc ceux qui sont issus de la noblesse déjà, donc du Moyen-Âge, tout ça. La noblesse d'épée, ceux qui ont combattu, qui ont fait de grandes victoires militaires et qui ont été anoblis. Donc, je vous avais parlé au Moyen-Âge, notamment lors de la guerre de 100 ans, on avait besoin de soldats et parfois on devait anoblir des gens qui n'étaient pas des nobles. Donc, tout ça. Donc, il y avait la noblesse de sang, la noblesse d'épée. Lui, il va créer la noblesse de robe, qu'on appelle, et ce sont des bourgeois parce qu'il veut s'entourer, donc il est intelligent, il veut donc recentraliser le pouvoir et donc il sait que ces gens-là peuvent lui servir. Alors, il va les anoblir, les tenir près de lui à la cour pour les fêtes, pour les marchandises, pour tout ça. Donc, il est quand même assez brillant. Évidemment, il va donc vraiment développer la vie de cour donc en France, donc les fêtes, les modes italiennes. D'ailleurs, il va dépenser beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'après son règne, on va tomber dans une espèce de crise économique, un peu comme après le règne de Louis XIV, où vraiment, donc, là, l'argent a été dépensé pour des fêtes, pour la construction des châteaux, il va ouvrir des bibliothèques, donc il va payer des artistes, c'est lui qui met en place ce qu'on appelle le mécénat. Donc tout ça coûte beaucoup d'argent, mais ça amène justement donc la France à un niveau donc supérieur, si on veut, donc au niveau, si on veut, donc de l'Italie, donc de la grande Renaissance italienne. Alors donc, justement, il va créer donc un mécénat dans les arts. Donc le mécénat, qu'est-ce que c'est? Je l'avais déjà dit. Donc c'est le roi qui va donc pensionner les artistes.
Donc, il choisit donc des scientifiques, il choisit évidemment donc des architectes, des poètes comme Ronsard, et donc il va les payer. Il les paye évidemment donc un certain montant d'argent. Donc, ils vivent parfois à la cour, parfois ils vivent à l'extérieur de la cour. Et justement, ben, ces gens-là sont là pour, disons, magnifier le roi, pour évidemment donc montrer sa beauté. Donc les toiles que l'on va voir, c'est le roi évidemment donc dans des combats, c'est le roi dans son plus bel apparat. Donc des châteaux aussi, ça coûte quand même très très cher, des constructions qui peuvent durer en 20 ans, 25 ans, 30 ans, donc ça dépend toujours. Donc lui, il travaille beaucoup, même François Ier a travaillé sur la construction du château de Blois, d'Amboise et de Chambord, qu'il n'a pas vu compléter malheureusement, donc quand il est mort avant. Alors, il va faire aussi des ateliers d'art, donc des mécènes, donc notamment à Fontainebleau. Donc, une magnifique galerie. Si vous avez la chance donc d'aller au château de Fontainebleau, vous verrez donc la magnifique galerie donc où toutes les toiles étaient. Donc, aujourd'hui, ces toiles-là, la plupart sont au Louvre. On a gardé quelques-unes, évidemment. Mais donc, on a la galerie, évidemment, donc, qui est toujours présente. Il va fonder aussi la première bibliothèque nationale. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est un des mécènes, en fait, un des rois les plus importants donc, de la France, parce que justement, il va créer tout ça, tout ce que la France va donc devenir, si on veut, donc avec l'architecture, l'art, les livres, évidemment, donc la première bibliothèque nationale. Il va inviter évidemment donc des poètes à la cour, donc notamment Ronsard. Maintenant, vous connaissez bien Ronsard, donc c'est l'analyse qui est dans votre guide méthodologique a été faite sur des poèmes de Ronsard qui s'appelle Dans le mignonne à en voir si la rose. On en parlera tantôt. Ronsard qui fait partie des poètes de la Pléiade. Donc, il va poursuivre, donc il va inviter aussi des savants, donc notamment Budé, qui est un théologien, un mathématicien, un philosophe helléniste. Donc, helléniste, c'est les Grecs, les Hellènes sont les Grecs, donc philosophe, c'est un spécialiste donc, de la Grèce antique. On le sait parce que justement, on en a parlé. Donc, les hommes de la Renaissance, leur modèle à suivre, c'est l'Antiquité. Donc, ce sont les Grecs et les Romains. Évidemment, donc, c'est pour ça que c'est un spécialiste donc, de la culture grecque. Des Italiens, évidemment, donc De Vinci, le Titien, évidemment, donc tout ça, Benvenuto Cellini, donc qui est un orfèvre, un sculpteur, donc vraiment, alors, il va s'entourer de tous les grands de ce monde dans tous les métiers, si on veut, donc parce qu'il veut redonner à la France donc une espèce de fleuron, donc il veut faire de la France un chef de file dans la culture, dans l'art, et c'est ce qui va arriver quand même, parce que donc on verra au 17e siècle, sous Louis XIV, la France, c'est la référence. Quand on parle du siècle classique, on parle donc de la France notamment, elle va dépasser heureusement, malheureusement, donc l'Italie, elle va dépasser, elle va devenir donc le symbole, évidemment, donc de toute l'aspect artistique. Alors aussi, donc en plus, on avait dit donc que donc, au Moyen Âge, il y avait évidemment donc le latin était très important, donc c'était la langue véhiculaire, mais donc avec ce qu'on appelle l'édit de Villers-Cotterêts, donc il va justement faire du français la langue officielle. Donc, c'est vraiment le début, si on veut, donc, ou la fin du latin, ou le début du français, vraiment, donc, parce que tout document relatif donc, à la vie publique, la naissance, les mariages, donc tout ce qui était avant fait en latin, si on veut, maintenant, devra être écrit en français. Donc, c'est vraiment donc, une période importante. C'est pas la naissance du français, mais disons, là, avec cet édit-là, bien, justement, il va faire du français la langue officielle dans toutes les sphères. Bon, sauf à l'Église, évidemment encore, parce que les messes sont en latin, donc machin, mais vraiment, donc, toutes les sphères publiques, c'est vraiment donc le français qui va dominer, et c'est vraiment quelque chose de vraiment important. Il va aussi donc créer ce qu'on appelle le Collège des lecteurs royaux. Aujourd'hui, ça existe encore, c'est le Collège de France. Le Collège de France, pour ceux qui le connaissent, c'est un endroit où tu vas assister aux cours des grands, que ce soit en sciences, en littérature, en philosophie. Tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas d'examen. Tu es juste, là, tu peux marquer dans ton CV, j'ai assisté au cours de Michel Foucault, donc tel truc, telle date, telle affaire. Et évidemment, donc il faut sûrement donc, un papier en disant qu'effectivement tu as assisté au cours, là, mais c'est libre. Donc les professeurs sont payés par l'État, c'est gratuit pour les étudiants et c'est vraiment, donc, c'est ce qu'on appelle le Collège de France.
c'est pour diffuser le savoir et c'est lui, notre ami, donc François Ier, qui a mis ça en place. Donc, vraiment, quelqu'un qui est vraiment intéressé par les arts, intéressé par la culture, ça va avec son éducation humaniste, donc un grand, grand personnage vraiment de la France. Ça, c'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts, donc par la grâce de Dieu, donc alors de la France, donc c'est le texte donc écrit en moyen français. On se souvient qu'à la Renaissance, c'était le moyen français. Alors voilà pour François Ier. J'espère que je vais donc, n'oubliez pas, je ne sais pas si c'est à vous que j'avais parlé de ça, il y a un très très beau secret d'histoire. Donc si vous allez sur YouTube, vous tapez secret d'histoire, et là vous avez donc, c'est avec Michel Berne. C'est Michel? C'est Stéphane Bern, donc un animateur tout en couleur, vraiment passionné de tout. Et là, vous pouvez avoir donc un secret d'histoire sur Jésus de Nazareth, sur Mahomet, sur, je sais pas moi, la Renaissance. Et là, il y en a un sur François Ier. Alors, si ça vous intéresse, évidemment, d'aller voir ça, c'est vachement sympathique. Je vais envoyer le lien, je vais peut-être l'envoyer, là, j'avais fait bon. Deuxième partie du siècle, maintenant, bien là, évidemment, donc après les fêtes, après les dépenses donc, incroyables, et là, on va tomber dans l'espèce de décadence, une partie beaucoup plus sombre, évidemment. C'est la partie donc, des guerres de religion, crise économique, tout ça. Donc, c'est vraiment une partie assez terrible. C'est sous le principal règne d'Henri IV, donc, qui va régner de 1589 à 1610. 1610, on s'en souvient, donc c'était la fin de la Renaissance, c'est la mort d'Henri IV, donc en 1610, il sera assassiné par un catholique vraiment donc fanatique, parce qu'évidemment, lui, il incarne un peu, on se souvient, donc il y a eu la montée de la réforme protestante, donc avec Martin Luther, et donc au début, donc François Ier est tout à fait correct avec ça, il dit il n'y a pas de problème, c'est super sympathique, la tolérance, la paix, des catholiques, des protestants en France, j'ai pas de problème avec ça, jusqu'au moment où ils vont placarder, vous vous en souvenez, donc l'affaire des placards, ils vont placarder des affiches contre le catholicisme jusque sur la porte du roi. Évidemment, lui, Henri IV, il incarne, c'est le chef des protestants. Alors bon, évidemment, donc, crise économique, il y a cause, pourquoi il y a une crise économique? Bien, la faste de la mode italienne, la hausse des coûts de la vie, les châteaux, la création donc, des bibliothèques, le mécénat qui coûte cher, donc tout ça, évidemment, donc, amène certains éléments donc, économiques plus difficiles. Évidemment, c'est aussi la période vraiment donc, des guerres de religion. Donc en France, notamment, donc entre les protestants et les catholiques. C'est vraiment donc une guerre civile. Dans la rue, vous êtes protestant, vous tombez sur une guerre de catholiques, vous vous battez. On vous tue, vous vous battez. C'est aussi simple que ça, soit vous sauvez votre vie. C'est vraiment donc une période assez ronde. Donc les catholiques, je manquais catholique, il manque un S, ici quand même un catholique, donc versus donc les protestants. Alors donc, ça dure quand même de 1562 à 1598, donc en presque 40 ans donc, de guerre entre donc, ces deux mêmes familles, si on veut, donc ces familles qui appartiennent donc, à la chrétienté, donc des catholiques et des protestants qui s'obstinent évidemment donc, sur quelques questions, notamment pour les catholiques, par exemple, donc, lorsque le Christ dit « buvez donc, ceci donc, est mon sang, mangez l'hostie, ceci est ma chair », pour les catholiques, eux, c'est la vérité. C'est vrai. C'est vraiment le sang du Christ que tu bois. Pour les protestants, c'est un symbole. Donc, on s'entend que, bon, pour eux, ils disent, ben oui, on comprend l'idée, là, mais bon, ils vont s'assiner sur un truc comme ça. Sur la richesse du Christ. Pour les protestants, le Christ est pauvre. Pour les catholiques, le Christ pouvait vivre dans l'opulence. C'est pour ça que les églises catholiques sont avec de l'or, sont avec donc des dorures, avec plein de trucs, tandis que les églises protestantes, c'est beaucoup plus sobre. Donc, il y a plusieurs éléments comme ça. J'avais une liste, je ne l'ai pas relue récemment, mais bon. Alors, vous avez ici donc Henri IV, donc, qui est né en 1553 et qui va mourir donc, en 1610. Donc, vous voyez donc la tenue donc, des protestants, vraiment donc le noir toujours et l'espèce de collerette là, blanche ici, donc c'est vraiment typique donc, des protestants. Je vous montrerai un extrait tantôt donc, du mariage donc, entre Henri IV, donc, dans un film évidemment, donc c'est tiré d'un roman d'Alexandre Dumas qui s'appelle La Reine Margot. On regardera un petit extrait tantôt et vous verrez donc les catholiques tout en couleur, le rouge, et les protestants noir et blanc. C'est l'aspect plus sobre évidemment, donc c'est vraiment donc, facilement reconnaissable. Ici, donc, Marguerite de Valois, donc, qui va se marier, on verra donc tantôt, c'est Marguerite de Valois qui va devenir Marguerite de Navarre puisqu'elle va épouser Henri de Navarre, donc ça. Et donc, une enfance terrible. Donc, ses frères, les Condés, sont des
débile profond. Donc, elle a été violée par ses frères, battue. Donc, c'est vraiment un personnage très, très particulier. Dans le film, on le montre bien, évidemment. Elle est incarnée par Isabelle Adjani, une des plus belles actrices françaises. Alors, guerre civile entre donc, les Guises, qui sont des catholiques, donc en deux familles françaises, donc les Guises et les Condés. Donc, les Condés qui sont des réformés, c'est-à-dire qui sont des protestants, donc réforme protestante. Alors donc, voyons tout ça. Évidemment, donc en 1570, donc, il y a Charles IX donc, qui va ordonner donc, la paix de Saint-Germain. Donc, notre ami Henri IV n'est pas encore roi. Présentement, c'est j'ai dit Charles X, c'est Charles IX. Donc, quand Charles IX est roi, Charles IX il y a certains problèmes psychologiques, semble-t-il. Il y a beaucoup de difficultés à régner. Il est un peu, disons, débalancé psychologiquement. D'ailleurs, donc, quand ses fils, les Guises, évidemment, donc, vont, comme je dis, donc, c'est en tout cas une histoire assez particulière. Donc, lui, pour essayer donc, de faire taire, parce que donc, les guerres de religion ont commencé là, depuis en 62 à peu près, donc la guerre civile. Là, il va donc, il dit qu'il faut faire quelque chose. Alors, il va donc mettre en place ce qu'on appelle donc, la paix de Saint-Germain, qui va accorder donc aux protestants certaines libertés, parce que les catholiques ne veulent pas de protestants chez eux. Et même, évidemment, donc, l'Église catholique elle-même ne veut pas donc voir la montée du protestantisme parce qu'ils vont perdre des adeptes. Alors, si tu te réformes, là, tu quittes le catholicisme, donc eux, ils perdent donc des adeptes et ils vont rejoindre évidemment les réformés, les protestants. Donc, l'Église catholique ne veut pas donc de protestants. Alors, il y a tout ça autour de ça, mais il dit, ben là, il faut faire quelque chose parce que tout le monde se tue. Alors, évidemment, donc, on va mettre en place donc la paix de Saint-Germain, libre exercice de culte, égalité entre catholiques et protestants. Bon, est-ce que ça va durer? On verra que ça ne durera pas, évidemment, donc en tout ça. Alors donc, il y a évidemment donc, à la Saint-Barthélemy, donc en 1572, lors de cette fête, donc les chefs donc, protestants sont réunis à Paris et ils vont célébrer le mariage entre donc Henri de Navarre, qui va devenir Henri IV, qui est protestant, et Marguerite de Valois. Donc, la dame qui a eu cette idée-là, donc, c'est Catherine de Médicis. Donc, c'est une femme exceptionnelle, donc, quand même très intelligente. On la surnomme une femme terrible, quand même, on s'entend. Là. On la surnomme même donc la grande empoisonneuse. Donc, bon, c'est une situation surfaite. Oui, les poisons sont très, très utilisés donc, à l'époque de la Renaissance. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a peur de l'eau, parce que souvent, on empoisonne l'eau, évidemment, donc, pour tuer le plus de monde possible. Alors, il y a beaucoup de poisons qui sont utilisés, c'est qu'on découvre beaucoup la botanique, bon, tout ça, trucs comme ça. Et elle, donc, elle est donc vraiment fascinée par les poisons, et on la surnomme comme ça, donc, la grande empoisonneuse. D'ailleurs, elle va tenter de faire empoisonner Henri IV. Donc, lorsqu'il devient roi, le premier soir de sa nuit de noces, elle va tenter donc de l'empoisonner. Alors donc, cette femme-là, donc, qui est très intelligente, elle dit, ben là, évidemment, donc, il faut cesser, un peu comme avec Charles IX, qui dit, ben là, écoutez, il faudrait que les Français cessent de s'entretuer ensemble, parce que cette guerre-là intestine, au sein même de la France, ben, détruit la France elle-même, puis en même temps, elle ne peut pas combattre ses véritables ennemis qui sont à l'extérieur de la France. Alors, elle dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Elle dit, ben, je vais marier mes deux familles. Je vais marier mes protestants, avec le chef des protestants, Henri de Navarre, et donc Marguerite de Valois, donc, qui est une catholique, évidemment, donc vraiment une catholique. Bon. Alors, donc, on va tenter de rallier ça. Donc, on invite les protestants, donc à Paris, on les désarme. Déjà, donc, c'est assez particulier. Donc, ils entrent dans Paris désarmés. Alors, évidemment, donc, c'est un peu particulier. On ne sait pas trop, évidemment. Donc, ils vont accepter quand même en se disant, ben c'est bien, c'est correct, tout ça. Et évidemment, donc, il y aura par la suite, je vais vous montrer, donc on va voir l'extrait, j'espère que ça va fonctionner. La dernière fois, ça n'avait pas fonctionné. C'est donc le mariage, donc c'est tiré évidemment attends un petit peu, tiré d'un film de Patrice Lecomte, donc qui s'appelle, en fait, c'est tiré d'un roman donc d'Alexandre Dumas qui s'appelle La Reine Margot, qui raconte un peu donc l'histoire du fameux massacre donc de la Saint-Barthélemy. Suite évidemment donc à ce mariage-là, les catholiques sont vraiment fâchés de cela et ils vont organiser donc un massacre. Donc c'est le plus grand massacre de l'histoire de France. C'est 3000 protestants qui sont tués
femme, enfant, homme, donc dans une seule nuit. Alors, on s'entend que c'est vraiment donc assez terrible. Et évidemment, donc là, ici, vous avez donc Isabelle Adjani, une femme magnifique, donc une actrice vraiment importante. Daniel Auteuil, donc qui va incarner donc Henri IV, donc de Navarre. Évidemment, donc c'est un film magnifique, un roman très, très intéressant. Alors, je vous montre un petit extrait, c'est le mariage donc de Henri IV et donc d'Henri de Navarre, qui n'est pas encore Henri IV, là, Henri Navarre et de Marguerite de Valois. Vous verrez donc Catherine de Médicis, Charles IX, et vous verrez donc comment elle est contrainte donc, de se marier. Vous verrez le style vestimentaire, la mode italienne, en fait c'est français, mais je veux dire, c'est la mode de la Renaissance, donc qui est vraiment mise ici. Est-ce que vous voyez là, c'est bien? Non, vous ne voyez pas? Non, monsieur. Ah merde, comment ça? OK, est-ce que je dois faire... attendez un petit peu. Peut-être que je dois faire stop comme ça. Là, je vais faire ça ici. Là, si je fais ça. Là, est-ce que vous voyez? Ouais, là, c'est bon. Oui, monsieur. OK, parfait. Okay, donc, je vais couper le premier. OK, parfait. Henri de Bourbon, roi de Navarre, acceptes-tu de prendre pour épouse Marguerite de Valois? Marguerite de Valois. Acceptes-tu pour époux Henri de Bourbon, roi de Navarre? Marguerite de Valois, acceptes-tu pour époux? Au nom du Père, au nom du Fils. Donc, vous voyez que c'est un mariage forcé, évidemment. Je vous déclare marié et femme. Vous voyez donc les couleurs extravagantes donc des catholiques. Bon. Ce sont les ducs de Guise, eux, des catholiques vraiment assez particuliers, ouais. C'est eux qui ont passé sur, excusez l'expression, mais qui ont violé leur sœur. Hein. Donc, la mode de la Renaissance, hein? Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, c'est la mère de Charles IX. Vous voyez les protestants, donc en tous vêtus de noir à la fin de l'Église. Vous voyez cette jeune fille-là? Ah oui, donc on a vu une jeune fille donc, qui marchait derrière, donc elle va être, disons, engagée par Catherine de Médicis, donc en disant évidemment, donc puisque Margot ne veut pas donc passer sa nuit de noces avec cet homme-là, il ne s'aime pas, c'est un mariage forcé, donc elle va envoyer donc cette jeune fille-là, qui est une prostituée, donc elle va l'envoyer donc une prostituée, une courtisane, disons, c'est pas une prostituée, c'est une courtisane, donc elle va l'envoyer avec une espèce de baume, un baume, disons, en lui disant, c'est un baume d'amour, alors tu as juste à te mettre ça sur les lèvres et embrasser donc Henri de Navarre juste avant de faire l'amour, et vous allez voir, ça va être, vous allez planer, genre un truc comme ça, mais non, c'est un poison, donc déjà, la jeune fille se met ça, donc, et elle meurt, évidemment, donc, d'ailleurs, donc, elle disait tout à l'heure, donc, Henri Navarre, il dit « Votre mère a tué la mienne ». Oui, c'est ça, justement, c'est la grande empoisonneuse. Elle tuait, évidemment, tout ça. Catherine de Médicis, c'est vraiment une tête assez particulière. Là, je ne sais pas si je devrais vous montrer donc l'autre extrait, quand même, qui est un extrait donc assez particulier. On est revenu ici.
c'est le fameux massacre de la Saint-Barthélemy. Donc, suite à ce mariage-là, évidemment, comme je le disais, ben là, on n'a pas beaucoup de temps. Je ne vous le montrerai pas. Si vous avez intérêt, je vous l'enverrai donc en les liens. C'est vraiment le plus grand massacre de l'histoire de France. Donc, suite à ce fameux mariage, il y a donc quelque chose de terrible qui va se passer. Charles IX, il va dire, évidemment, donc, parce qu'il est sous la pression, bon, les Guises, tu n'aurais pas dû faire ça, bon, tout ça. Et évidemment, donc, il va dire, tuez-les tous, pourvu qu'il n'en reste pas un pour me venir me le reprocher. Alors, ce serait une des... Est-ce que c'est vrai? Donc, certains historiens disent que c'est pas vrai, mais bon, d'autres vont dire qu'effectivement, ce serait une des phrases donc, de Charles IX, qui est un peu fêlée, là, je dirais, à cause peut-être de la... parfois, donc, la consanguinité donc, des rois de France. Certains donc, avaient donc, certaines particularités. Donc, Charles IX, évidemment, donc, il va ordonner donc, le fameux massacre donc, de la Saint-Barthélemy qui a lieu donc, le 24 août 1572. Ce qui est terrible, évidemment, donc là, ici, c'est terrible, il y a 3000 victimes dans une nuit. Donc, envoyer donc, des femmes, des enfants égorgés en pleine rue. Donc, en convertis-toi au catholicisme, c'est vraiment, c'est assez terrible, là, quand même, les guerres de religion, c'est vraiment... c'est assez, même encore aujourd'hui, malheureusement, on est confronté à certaines guerres de religion, c'est quand même assez terrible. Donc, ils vont tuer tout le monde, sauf évidemment le roi. Ils vont lui dire, bien évidemment, donc quand tu dois te converser, donc il va faire une conversion forcée, donc sous la menace de l'épée, et il va donc passer du protestantisme au catholicisme, et il va devenir donc Henri de Navarre, il va devenir Henri IV. Donc, Henri IV va régner donc, pendant jusqu'à 1610, mais il est toujours protestant dans l'âme, si on veut, même s'il est obligé de se conformer donc, au catholicisme, de se convertir, pardon. Alors, donc, en 1598, donc ça c'est une date importante, donc il va mettre en place ce qu'on appelle l'édit de Nantes. Alors, donc, c'est vraiment donc, un peu comme la paix de Saint-Germain qu'on avait vu plus tôt, donc, en 1570, qui n'avait pas vraiment fonctionné. Là, ici, il va vraiment donc, donner donc, le droit de culte aux protestants de construire donc, des églises sur le territoire français en machin. Alors, évidemment, donc, il y aura... Et donc, la haine des protestants, dans le fond, dans une France catholique, va durer très longtemps parce que Louis XIV... donc, juste quelques années avant sa mort, donc, il va révoquer l'édit de Nantes. Il va chasser tous les protestants de la France et ce sera donc un des éléments qui va amener la crise économique, donc après son règne aussi, parce que les protestants, ce sont des hommes d'affaires, des hommes assez riches. Et quand ils vont fuir Paris, fuir la France, bien, ils amènent avec eux des capitaux, ils amènent avec eux donc leur savoir, l'argent, et donc ça va être un des éléments. Mais évidemment, ces guerres-là vont durer donc, quand même très, très longtemps, mais ça, c'est la période la plus sombre, si on veut, donc en des guerres de religion entre les catholiques et les protestants. Et enfin, en 1610, donc c'est la fameuse mort d'Henri IV, donc assassiné par ici Ravaillac, qui était donc un fanatique religieux. C'est un très, très beau film, si ça vous intéresse, donc de voir des films historiques, parfois c'est quand même assez sympathique. Donc, La Reine Margot, donc c'est tiré d'un roman donc, d'Alexandre Dumas père. Et là, donc, l'histoire est un peu romancée, mais il en demeure pas moins que les faits historiques donc, sont très, très présents. Et on voit bien donc, toute cette querelle entre les Guises, les Condés, donc, les catholiques, les réformés. Donc, c'est assez intéressant pour ceci. Maintenant, on va aborder donc tranquillement donc, la littérature. Donc, habituellement, j'ai plus de cours, mais vous comprenez que les cours sont réduits de 20 à 25 minutes, 30 minutes parfois par cours. Donc, ça fait beaucoup de matière qu'on enlève. Alors, donc, littérature de la Renaissance. Alors, évidemment, donc, on va aborder donc un courant poétique ici. Donc, j'aurais aimé aborder Rabelais, Montaigne, mais évidemment, donc, dans le cadre du cours, il faut voir donc, un peu plus l'aspect poétique. Alors, donc, on va aborder donc, cet aspect-là. Alors, donc, littérature de la Renaissance, donc avant d'aborder pas de la Renaissance, quelques généralités, si on veut, donc, le livre devient un objet donc, plus personnel depuis l'avènement donc, de l'imprimerie, puisqu'évidemment, on peut se procurer des livres plus facilement. La lecture qui autrefois était publique, on se souvient qu'au Moyen Âge, c'était dans des foires. On avait donc des hommes qui récitaient, donc les troubadours, les trouvères, et chantaient les chansons de gestes, machin, trucs comme ça. Là, ici, la lecture devient privée. Donc, vraiment, on a des livres chez soi, on se crée des bibliothèques, un peu comme vous, j'imagine. J'espère que vous créez donc en quelques bibliothèques. C'est toujours sympathique d'avoir en quelques livres à la maison, donc, puisqu'on peut toujours s'y référer. Je sais qu'il y a des livres, évidemment, donc électroniques. On peut avoir plein de livres, évidemment, donc dans son ordinateur, mais le livre papier, évidemment, donc, est quelque chose de vraiment fascinant parce qu'il y a des odeurs, parce qu'on peut le traîner,
parce qu'on peut écrire dedans, parce que donc, ben, c'est vrai, vous pouvez me dire, on peut écrire aussi dans des trucs électroniques, mais bon. Alors donc, caractéristique principale de façon générale donc, de la littérature, avant qu'on rentre dans la poésie, là, donc, c'est la référence à l'Antiquité. On avait vu évidemment, donc, quand c'est les humanistes, leur modèle à suivre, ben, c'est l'Antiquité. Ben, dans la littérature, c'est un peu le même principe. Donc, on va relire donc, en Ovide, on va relire évidemment donc, des grands auteurs, donc, on a des influences de Platon, donc machin, trucs comme ça. Alors, donc, ce sont la référence donc, à l'Antiquité. Alors, donc, on va emprunter donc, certaines formes poétiques donc, à l'Antiquité. On va laisser tomber les formes du Moyen Âge, comme la ballade, l'ode, par exemple. Donc, on va laisser tomber un peu ça pour vraiment donc, emprunter des formes plus, disons, canonique, mettons, on pourrait dire le sonnet, par exemple, donc qui va être inventé, qui est issu de la poésie latine, mais qui va être donc remise remise à la mode par Pétrarque, on le verra donc tantôt. Alors, donc, des citations d'auteurs grecs ou latins, donc si vous lisez Montaigne, par exemple, si vous avez la chance un jour de lire Montaigne, bien, je vous ai mis un petit extrait là, dans la page 59 du recueil de textes, 59, non, 69, pardon, donc du recueil de texte où vous avez donc certains éléments. N'oubliez pas évidemment donc de lire donc certains les textes que vous avez à lire dans le plan de cours. Théoriquement, vous savez qu'à chaque cours, vous avez donc des trucs, parce que dans l'examen, je vais possiblement donc mettre des extraits, donc un extrait par exemple donc d'un poème, et donc sans l'auteur, sans le titre, et de vous demander à quel courant littéraire appartient ce poème. Donc, ce sera à vous, évidemment. Alors, c'est pour ça que ce serait bien donc de relire quand même rapidement, donc en même temps donc de lire, peut-être une première fois là, pour certains, ces magnifiques textes. Donc, citation d'auteurs grecs ou latins, nom de personnages littéraires ou historiques, allusion à des événements ou à des œuvres, référence donc à la mythologie gréco-latine, donc en beaucoup de références parce que c'est devenu le modèle, on le sait, dans la peinture. On a vu donc la Vénus, par exemple, la naissance de Vénus, des références aussi à la Bible, évidemment, donc David et Goliath. Donc, il y a beaucoup de références qui sont liées un peu donc, à cette espèce d'antiquité en gréco-romaine ou gréco-latine, bon, peu importe. Oui, donc aussi, il y a quelques poèmes aussi donc, de littérature engagée, donc, sur lesquels nous reviendrons peut-être tout à l'heure, donc vous aurez donc à lire. Alors, je souligne ici rapidement, juste pour terminer, donc l'importance donc, d'une notion donc, qui va naître vraiment donc, à l'époque de la Renaissance, c'est celle du sujet, donc du jeu, dans le fond, donc le jeu qui va s'exprimer, donc qui va parler de plus en plus de lui-même. On sait qu'au Moyen Âge, ben, on apprend par cœur, on récite les trucs, on se mémorise les choses, donc on n'a pas vraiment, même la notion d'auteur au Moyen Âge, on l'avait dit, donc il n'y a pas vraiment d'auteur, on prend les œuvres un peu partout, puis même on les change, puis on n'écrit pas vraiment son nom, donc ça, mais évidemment, donc ici, à partir donc, de la Renaissance, il y a vraiment donc une notion importante, c'est celle donc du sujet qui va évidemment donc qui est basée sur le principe donc du connais-toi toi-même de Socrate. Donc en se connaissant soi-même, on peut connaître les hommes parce qu'on est tous des hommes, on a tous les mêmes désirs, les mêmes souffrances, les mêmes peines. On l'a dit malheureusement, les hommes ne changent pas. C'est pour ça qu'on lit des trucs du Moyen Âge ou des trucs de l'Antiquité gréco-romaine parce que je veux dire, la haine, le désir, l'amour, la passion, l'ambition, c'est toujours pareil. Même si aujourd'hui, le gars dans le temps, il voulait donc un champ de patates, aujourd'hui, on veut un condo, ben, c'est l'ambition, le désir, donc c'est toujours un peu donc, les mêmes choses. Alors donc, voilà pour ce petit début. Donc, on va passer maintenant au cours donc, sur les poètes de la Pléiade, un cours donc davantage lié à la poésie. C'est le cours que je pensais déposer la semaine prochaine, mais bon, j'ai essayé d'écourter un peu des trucs, comme ça je vais pouvoir passer peut-être pas à travers tout le cours, mais donc une bonne partie donc, du cours. Alors donc vous aurez, ça c'est plus intéressant que juste de lire, je pense, en tout cas juste que de lire des trucs évidemment comme ceci. Alors donc je vais, c'est bon, je peux enlever ceci? Monsieur Chouinard, c'est bon, ok. Ok, voilà pour ceci. Donc maintenant, autre truc, donc ça c'est celui-ci. Non, pas ça, excusez. OK. Alors donc, habituellement, on aborde toujours donc, dans le guide méthodologique, évidemment, donc les pages 29 à 32,
qui sont donc consacrés à la poésie. Donc, mais comme on ne fera pas donc l'analyse d'un poème, alors donc évidemment, je vous invite quand même à les lire parce qu'il est possible qu'il y ait quelques questions dans l'exposé, par exemple. Alors donc ici, vous avez, je pourrais vous le mettre, attendez, je l'avais mis donc dans mes trucs ici. Un petit peu. Ok, ici. On voit pas ça, je vais pas. Si je fais. Là, vous voyez pas ça, hein? Non, mais Ok, merci. Pourquoi il n'apparaît pas dans mes trucs ici, absolument? Habituellement, les trucs qui sont sur le bureau, ils apparaissent là, non? Bizarre. OK, donc peu importe, évidemment, donc quand c'est donc les pages, évidemment, donc 29 à 32, donc de votre guide méthodologique. Par exemple, on dit donc comment compter les vers, donc c'est quoi un vers, c'est quoi une strophe, par exemple les rimes alternées, les rimes croisées, donc alors, évidemment, donc il y aura peut-être une ou deux questions là-dessus, pas beaucoup, parce qu'on n'aura pas le temps, évidemment, donc de le faire ensemble, mais je vous invite, évidemment, donc à lire ces trucs-là. Alors donc, poésie donc, de la Renaissance, évidemment, donc on aborde que le courant poétique. Ici, on va voir donc deux pôles importants, les poètes de la Pléiade, notamment, donc qui sont vraiment donc la référence, si on veut, donc pour la Renaissance. Si on pense à Ronsard, à Du Bellay, donc c'est vraiment les grands poètes donc de la Renaissance. Alors, j'ai mis une citation latine ici, donc en Colligé, Virgo, Floras, qui cueille les roses jeunes filles. On fait référence encore une fois au Carpe Diem. On fait référence donc à la fleur qui incarne donc la fragilité de l'existence. Donc, bon. Alors, poésie de la Renaissance, alors donc malheureusement, j'aurais aimé aborder donc Montaigne. Pas que c'est plus intéressant, mais disons que c'est oui, bon, c'est un peu plus intéressant peut-être. Mais bon, ici, il faut aborder dans 101, théoriquement, il faut parler plus de poésie. Alors, donc, c'est pour ça que j'ai coupé un peu plus donc, sur bon. Alors, donc, le métier de la poésie, donc, de poète, évidemment, donc, à la Renaissance, donc, quand ça devient un métier. Donc, à l'époque, au Moyen-Âge, on travaillait donc pour des notables, donc, qui nous payaient bon, certains trucs. Là, ici, donc, vraiment, ça va changer puisque donc, le poète, il est payé par le roi. Il est donc vraiment avec la politique du mécénat. On a vu donc François Ier. François Ier, donc, qui décide, lui, donc, d'être un mécène, c'est-à-dire de payer pour des artistes, des philosophes, des sculpteurs. Donc, ça, donc, le poète, lui aussi, donc, ça va devenir un métier. Donc, comme on dit, donc l'écrivain donc, était lié aux notables donc, de la société et l'écrivait, donc c'est eux qui le faisaient vivre matériellement. Au 16e siècle, donc, la condition de l'écrivain va se modifier parce que c'est le roi qui le pensionne. Donc, évidemment, il a tout le temps du travail. Il n'y a pas vraiment, à moins de faire des gaffes, évidemment. Donc, donc il est toujours donc, payé. Donc, il n'y a pas à courir après un, après l'autre, demander est-ce que je peux te faire une toile, est-ce que je peux t'écrire un poème, machin. Donc, il est toujours donc, subventionné par le roi. Évidemment, donc, il faut qu'il soit bon. Ce n'est pas tous les poètes qui sont subventionnés par le roi. Ici, on va prendre l'exemple donc, de Ronsard, qui est le grand poète français donc, de la Renaissance. Donc, Pierre de Ronsard, c'est lui qu'on surnomme donc, le prince des poètes. Alors, c'est pas rien, évidemment. Donc, bon. Prince des poètes ou poète des princes, puisqu'évidemment, il travaillait pour le roi. Alors, évidemment, donc, il y a aussi cette dimension-là. Alors, donc, la poésie, donc, devient un métier. C'était la première fois vraiment, donc, que les gens, à part si tu étais, donc, sous la protection d'un homme assez riche, donc, que tu travaillais pour lui ou de plusieurs hommes, mais là, c'est un métier, donc, c'est un métier, évidemment, donc, qui va payer. On se souvient que François Ier, c'est à cause de lui, il va instituer une politique du mécénat, et donc, le mécénat, bien, ça protège, donc, les artistes. Monsieur, vous pouvez retenir la page d'avant? Oui, monsieur Suarez. Donc, là, la politique du mécénat, bien, ça protège les artistes. Donc, ils peuvent travailler librement, ils peuvent donner libre cours à leur imagination. Alors, évidemment, donc, ça va vraiment modifier ce qu'on considérait comme étant donc, le poète donc, à l'époque, ou un poète donc, du Moyen-Âge qui était une espèce de troubadour parfois, donc, qui récitait des trucs.
Alors, donc ici, donc, hein, il est invité à la cour. Alors évidemment, donc ici, il y a un rôle, son rôle va changer. Donc, hein, parce qu'il n'a plus seulement donc, hein, le rôle de divertir. Parce qu'on se souvient, au Moyen-Âge, bon, il y avait un peu cette idée-là, donc, hein, on a parlé, donc, hein, la chanson de geste, c'était là aussi, c'était là pour instruire, mais pour divertir aussi. La poésie était là donc, pour divertir. Là, ici, le rôle du poète va changer, le rôle de l'écrivain en général. Son but, évidemment, donc, hein, ça va être d'immortaliser le roi, d'immortaliser le mécène. Pas de plaire, pas de divertir donc la cour, mais bien d'immortaliser le roi. Alors c'est pour ça évidemment donc quand que vous avez des poèmes qui son but n'est pas que ça, là. Je veux dire, on s'entend, il peut écrire sur l'amour, il peut écrire sur le destin, il peut écrire sur toutes sortes de choses, mais il faut qu'il y ait donc un certain, il y a une commande dans le fond, donc comme les peintres hein, qui vont peindre le roi, et ils vont le peindre évidemment quand il est sur son cheval de guerre, ils vont le peindre évidemment, un peu, je ne sais pas si vous connaissez la toile, donc ça va perdurer longtemps, là. Je ne sais pas si vous connaissez la toile donc, qui s'intitule Napoléon traversant le col du Grand Saint-Bernard. C'est une toile de Nicolas David, qui était le peintre officiel de Napoléon, d'ailleurs, qui, à la chute de l'Empire, il était emprisonné. Donc, hein, le peintre David, Jacques-Louis David. Et donc, vous avez Napoléon, donc, qui traverse les Alpes, donc sur un cheval blanc. Évidemment, donc, tout le monde sait qu'il n'y a aucun cheval qui peut traverser les Alpes. C'est trop difficile, donc c'est trop ardu, donc on s'entend les Alpes. Alors, évidemment, donc, hein, il était, semble-t-il, sur un âne. Mais évidemment, donc, on ne va pas immortaliser un monarque comme Napoléon ou un empereur sur un âne qui est un animal, disons, ordinaire. Alors évidemment, David a modifié le truc pour peindre Napoléon sur un cheval blanc. Alors évidemment, donc, pour immortaliser le mécène. Alors évidemment, ici, c'est le même principe. Alors, on ne parlera pas des défaites du roi. On va parler des victoires du roi. On ne parlera pas du fait que c'est un truand parce que, bon, tel truc. On va faire ça pour, dans l'idée, c'est de l'immortaliser. Donc, la poésie devient un métier. Donc, elle est une affaire de cours. Donc, hein, bon, il y a beaucoup de pièces de circonstances, des trucs funèbres parce qu'il y a des morts, donc machin. Mais c'est un métier qui paie. Donc, c'est la première fois vraiment que, tu sais, ça paie plus qu'aujourd'hui, hein, peut-être. Ça payait plus. Mais évidemment, donc, il fallait être bon. Il fallait aussi donc être, disons, souvent dans les bonnes familles. Ça va être l'éducation, ça va être tout ça aussi. Donc, hein, il y a un peu de chance, hein, un peu comme aujourd'hui aussi. Tu sais, je veux dire. C'est comme l'enseignement universitaire. Moi, c'est pas ça que je voulais faire, mais pour enseigner à l'université, il y a toutes sortes, un alignement d'étoiles. Les places sont tellement restreintes. Il faut que ton directeur de thèse parte et te laisse sa place quasiment parce que il y a tellement de gens qui. C'est un peu comme l'enseignement universitaire, c'est comme la Ligue nationale de hockey. Là, il y a plein de monde qui veulent, mais il n'y a pas tout le monde qui vont y participer. Alors, donc, c'est un métier donc, qui paie. Alors donc, en France, il y a 2 centres poétiques importants. Alors donc, il y aura des questions surtout sur un des 2, parce que j'en ai coupé un, si on veut. Donc, hein. Alors donc, 2 centres importants, notamment donc, hein, Lyon donc, et l'école lyonnaise, qui est représentée par Maurice Sèvres et Louise Labbé. Alors donc, évidemment, ici, premier centre important. Puis le deuxième centre, c'est les poètes de la Pléiade, c'est Paris. Donc, il y a comme 2 centres poétiques, Lyon et Paris. Donc, c'est vraiment donc, hein, là où tout se joue. Très, très beau sonnet quand même de Louise Labbé, donc, hein, qui est vraiment donc, hein, assez très, très connu, évidemment, donc, hein, que je vous lire ici tranquillement, parce que, bon, selon les liens en classe et tout, bon, ne restez pas accroché au premier mot. Donc, hein, lorsqu'évidemment, Louise Labbé, qui était une femme assez chaude, pourrait-on dire, lorsqu'elle dit « baise-moi encore, rebaise-moi et baise », évidemment, donc, hein, ce n'est pas l'aspect sexuel que l'on entend aujourd'hui, c'est plutôt un baiser. Hein, donc, c'est vraiment un baiser. Donc, hein, bon. Alors, donc, elle dit « baise-moi encore, rebaise-moi et baise, donne-moi un de tes plus savoureux, donne-moi un de tes plus amoureux, je t'en rendrai 4 plus chauds que braise. Là, te plains-tu? Ça que ce mal j'apaise, en t'en donnant 10 autres doucereux. Ainsi, mêlant nos baisers tant heureux, jouissons-nous l'un de l'autre à notre aise. Leur double vie à chacun en suivra, chacun en soi et son ami vivra. Permets m'amour quelque folie, donc toujours suis mal, vivant discrètement, et ne puis donner ce contentement si hors de moi ne fait quelques saillies. Donc c'est un peu, hein, c'est l'amour pur. C'est vraiment donc hein, la poésie, on l'a vu avec un concert,
l'amour. On va le voir avec Pétrarque dans quelques instants. Donc, le thème important, donc, hein, c'est l'amour pur. Un peu issu de l'amour platonique, hein, qu'on a vu, donc, on se souvient de l'amour platonique, donc au Moyen-Âge, une espèce d'amour, évidemment, donc, dans l'idéal amoureux. C'est pour ça qu'il y a une influence importante du néo-platonisme dans cette poésie-là, qui est celle, donc, de Louise Labbé, qui est une des seules femmes poètes, évidemment, à la Renaissance. C'est pour ça que j'essaie toujours de mettre, évidemment, donc, des éléments, donc, de poésie féminine, si on veut. Deuxième, alors on pense malheureusement, je ne fais pas de cours, là, j'ai enlevé tout le cours là-dessus. Là. Alors, donc, on va passer directement donc, à Paris et donc à l'école de la Pléiade. Donc, à Paris et la Pléiade, donc c'est le grand chef-lieu, si on veut, donc, de la poésie de la Renaissance. Donc, il s'appelle la Pléiade, donc c'est leur groupe. C'est tiré, donc, pourquoi il s'appelle comme ça? Comme il y a une influence, donc, historique et tout, donc, il y avait 7 poètes, donc, du 3e siècle avant Jésus-Christ, donc, sous le Ptolémée, donc, 7 poètes égyptiens qui avaient choisi, donc, de s'appeler la Pléiade, parce que c'est une constellation de 7 planètes. Donc, eux, ils étaient 7. Alors, vous voyez, donc, là, c'est très recherché comme truc, hein? C'est un terme érudit, tu sais, ces gens-là, c'est des intellos, là, pareil, on s'entend, donc, ils ne s'appelleront pas les biberons du carré Saint-Louis, on s'entend. Alors, ils vont chercher des trucs donc assez intéressants. Alors, donc, ils vont s'appeler donc les Pléiades. Aujourd'hui, c'est la constellation M45, si je ne m'abuse. Donc, il y en a 9 maintenant. Donc, à l'époque, il en envoyait peut-être juste 7. Théoriquement, je pense qu'il y a 9 Pléiades. Donc, ce sont les filles d'Atlas. Donc, Atlas, celui qui porte la Terre. Donc, Atlas. Donc, évidemment, on est toujours dans le courant humaniste, on le sait. Donc, ici, j'aborde le thème donc, de l'amour pur. Donc, c'est vraiment ce thème-là qui est très important, que ce soit chez Pétrarque, qui aura une influence considérable. Ça, je vais parler de Pétrarque un petit peu, qui est un Italien. On sait que la Renaissance est italienne, le courant humaniste en vient aussi donc de l'Italie, donc en tout ça. Alors, donc, le pétrarchisme. Donc, pétrarchisme, ça a une influence très importante sur les poètes de la Pléiade, et notamment avec le thème de l'amour pur. Un amour, donc, magnifique, un amour, évidemment, donc, un peu idéalisé. Vous allez voir, donc, c'est près de l'amour courtois. Donc, les thèmes un peu, l'idée que la femme est inaccessible, l'idée que l'homme ne mérite pas la femme, bon, genre de trucs comme ça. Donc, c'est assez intéressant. Alors, le pétrarchisme, donc, ça vient de qui? Ben, ça vient de Pétrarque, donc, qui est un poète humaniste italien. C'est le plus grand poète moderne. Moderne, si on considère que la Renaissance, c'est la modernité, là. Ça, c'est un thème très, très particulier, la modernité, hein? Il y a beaucoup d'historiens qui se questionnent sur la modernité. Donc, c'est quoi la modernité? Certains vont dire que la modernité commence en 476, parce qu'avant ça, vous aviez l'Antiquité, puis à la chute de Rome, tu aurais la modernité. Ça se défend. Il y en a qui vont dire que la modernité, c'est 1789, la Révolution française, où là, vraiment, donc, on voit, donc, quand il y avait avant l'Ancien Régime, c'est-à-dire la monarchie, puis ensuite la démocratie, si on veut, donc, ou la République. Donc, quand ça, c'est pour les historiens. Pour les philosophes, la modernité, c'est le 17e siècle, avec Descartes. Je pense, donc je suis. Donc, le thème de modernité, c'est assez particulier. On pourrait faire un cours complet là-dessus sur l'idée de la modernité, parce que, tu sais, dans toutes les époques, il y a du moderne. Même au Moyen-Âge, il y avait des trucs modernes. Donc, c'est quoi la modernité? Donc, c'est vraiment assez intéressant. Et Baudelaire, un poète français, donc, va réfléchir beaucoup là-dessus. Et même aujourd'hui, on est un peu tiraillé. Donc, c'est quoi notre vision de la modernité? C'est bon. Et donc, il y avait une image très, très intéressante que j'avais retenue d'un de mes professeurs qui disait, pour moi, la modernité, c'est David. On parlait de David et Goliath, là, tantôt, donc, au dernier cours. Donc, c'est David assis sur l'épaule de Goliath. C'est-à-dire que donc c'est David qui incarne un peu le nouveau, le moderne, qui voit plus loin un peu parce qu'il est assis, mais il est assis sur une tradition. Il est assis sur quelque chose de fondamental, des textes, des savants, des hommes qui ont été là avant lui. Alors, on ne peut pas balayer, c'est un peu le problème de notre... Aujourd'hui, je pense, c'est de vouloir balayer toute la tradition pour se penser, nous, vraiment, quelqu'un de mieux ou des hommes modernes. Mais je dis, on ne peut pas balancer la tradition. Il faut s'asseoir sur la tradition pour bâtir en l'avenir. C'est un peu en ceci. Mais bon, ça, c'est autre chose. Alors, donc, un petit poème de Pétrarque, donc un sonnet. Donc, c'est bien, si ce n'est pas la forme typique du sonnet, parce que c'est traduit de l'italien. Donc, en italien, évidemment, donc, c'est pas la même, on ne compte pas les syllabes de la même façon, donc, machin. Donc, si c'est pas, donc, il n'y a pas, parce qu'un sonnet, donc, c'est 2 quatrains. Donc, un quatrain, 4 vers, puis 2 tercets, 3 vers. C'est la base, donc, du sonnet.
Donc, j'ai vu sur la terre des mœurs angéliques et de céleste beauté. Je veux ça. OK. Je ne le connais pas par cœur, évidemment. Ah, OK. Donc, j'ai vu sur la terre des mœurs angéliques et de céleste beauté, uniques en ce monde, si bien que le souvenir m'en charme et m'en afflige. Donc, ici, on est toujours dans le tiraillement. Donc, la femme me charme et en même temps, elle m'afflige un peu. Donc, bon. Car tout ce que je vois ne me semble que songe, ombre et fumée. J'ai vu pleurer ces deux beaux yeux qui ont 1000 fois excité la jalousie du soleil, et j'ai entendu au milieu des soupirs résonner des paroles qui feraient marcher les montagnes et s'arrêter les fleuves. Amour, sagesse, mérite, sensibilité et douleur formaient en pleurant un concert plus doux que nul autre qui se fasse entendre dans ce monde. Et le ciel était si attentif à cette harmonie qu'on ne voyait pas une feuille remuer sur la branche, si grande était la douceur qui avait envahi et les airs et le vent. Donc, vous voyez, on parle d'harmonie, mais en même temps, donc, il y a douleur, amour. Donc, on est beaucoup dans l'antithèse parce que justement, on voit, on a vu l'importance de l'antithèse, on a vu comment ça fonctionnait donc, en tout ça. Alors donc, magnifique poème. Donc, il a écrit beaucoup. Il est parfois, lui, il est nommé en 123. Donc, il n'y a pas des titres, il a écrit donc énormément. Donc, sa renommée grandissante, donc aidée par l'imprimerie. J'avais dit donc que l'imprimerie permettait justement donc cette diffusion du savoir. Il est le premier vraiment donc à bénéficier de cette imprimerie, si on veut, donc de cette diffusion du savoir très, très rapide. Alors, donc, c'est pour ça qu'il sera possiblement donc le plus grand poète lyrique. Donc, c'est une poésie qui est amoureuse, évidemment, donc en tout ça. On a parlé tantôt, c'est le thème donc de l'amour pur. Elle ne fait pas que référer à ça, mais je vous parle ici de Pétrarque pour montrer aussi qu'il y aura une importance considérable, évidemment, donc sur notre ami Ronsard. Alors donc, l'amour pétrarchiste donc, est une soumission de l'amant à la dame. Donc, on voit ici l'influence néo-platonicienne avec donc la conception platonique de l'amour, une espèce donc l'amoureux est transi, soupirant, la belle est cruelle. Donc, on est près un peu de la question donc de l'amour du chevalier, dans le fond, la femme qui est inaccessible, la femme qui est une reine, la femme, puis lui, bon, quand il soupire, il l'aime, évidemment, elle est cruelle. Donc, il y a tout ça un peu à travers cette poésie-là. Donc, la femme, elle est belle. Oui. Est-ce que vous pouvez retenir la page d'avant? OK. Alors, donc, oui, donc le poète, donc évidemment, elle est belle, elle est parfaite, évidemment, il pleure de ne pas mériter, de ne pas la mériter, il est heureux et malheureux, il espère dans le désespoir, donc c'est très, très assez intéressant comme poésie, évidemment, donc parce que la poésie fait appel donc à une certaine sensibilité, la peur de perdre l'être aimé, mais en même temps la joie de l'obtenir. Donc, il y a tout ce tiraillement. Et évidemment, pour montrer le tiraillement, l'auteur, Pétrarque, va utiliser beaucoup l'antithèse. Donc, c'est pour ça, tantôt, on parlait amour, haine, dans son poème, pour montrer donc harmonie, désastre. Bon, il y a toujours ces lieux antithétiques pour montrer que le personnage, justement, en fait, le narrateur, si on veut, donc, c'est pas un narrateur parce que c'est pas un poème, là, mais le locuteur, donc, est vraiment pris donc, dans cette style-là. Alors justement, donc, le goût pour l'antithèse domine en son style, puisqu'évidemment, donc, elle veut montrer le tiraillement intérieur du locuteur. Évidemment, on pourrait dire aussi que son lyrisme, on avait vu donc c'était quoi les caractéristiques du lyrisme, c'est-à-dire donc c'est de parler de soi en parlant de sentiments qui sont communs à tous les hommes, l'amour, la mort, donc c'est la tonalité lyrique. Ça, bon, vous l'avez possiblement parlé peut-être dans votre analyse sur Tristan et Isolde. Peut-être que oui, peut-être que non. Alors, donc, son lyrisme est marqué par l'inquiétude, donc et la mélancolie, donc des thèmes importants, donc le souvenir, donc la mélancolie. Bon, alors, donc, c'est ça, donc c'est une influence importante donc, sur Ronsard, évidemment, donc, et sur donc, de nombreux poètes de la Pléiade. Là, ici, nous, on va se concentrer sur Ronsard et sur Du Bellay, donc c'est les plus connus quand même, mais ce sont des noms à retenir quand même. Alors donc, la Pléiade. Oui, je reviens donc. Oui, c'est vrai. Alors donc, la Pléiade, évidemment, comme je le disais, donc, c'est un nom donc,
un terme érudit qui vient donc de 7 poètes d'Alexandrie, évidemment, donc qui ont décidé, eux, de s'appeler comme ça. Évidemment, donc les références à l'Antiquité, il y a gréco-romaine aussi, mais eux ont choisi l'Antiquité égyptienne, dans le fond, pour choisir leur nom, qui vont s'appeler, ils étaient 7, ils vont s'appeler donc les poètes de la Pléiade. Donc, c'est une liste donc, de 7 noms, d'où le nom la Pléiade, pardon, que se sont donnés donc les poètes. Donc, c'est un terme érudit qui provient donc de 7 poètes donc alexandrins, donc c'est drôle des Alexandrins, d'Alexandrie, donc c'est drôle aussi parce que pour ceux qui ont lu dans Astérix et Cléopâtre, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc lorsque Minérobis arrive, puis il voit donc Panoramix dans l'arbre, il lui dit donc il parle, il fait 2 vers, puis ce sont des alexandrins. Puis là, il dit donc, il est un alexandrin, mais comme c'est le jeu de mots avec des vers de 12 syllabes et le fait qu'il vient d'Alexandrie. Donc, c'est assez sympathique, vous relirez ça si vous. Ouais, c'est tellement. Non, mais les Astérix et Obélix, c'est tellement. C'est vraiment très, très, très. Ben, les aventures d'Astérix, pardon, pas d'Obélix, mais c'est vraiment très, 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 très intéressant. Alors donc, terme érudit, donc, il y a 7 poètes alexandrins qui avaient placé leur groupe sous le signe de cette constellation. Donc, c'est une constellation. Comme je disais tantôt, je pense qu'aujourd'hui, ça s'appelle M45, c'est la constellation du taureau, là, puis il y en a 9. Allez, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il y en avait 7 à l'époque, ou on le sait, j'imagine qu'avec les fameux télescopes. Donc, ça dure à peu près, donc, entre 47 et 60, donc 13-14 ans, donc c'est vraiment assez court quand même, mais donc c'est un groupe assez important. Et évidemment, donc la gloire, c'est leur but suprême de leur désir. Parce que, donc, même vous verrez ça. D'ailleurs, je réécoutais, je ne sais pas si c'est à vous que je disais ça, le début donc, de Gladiateur, avec évidemment donc l'espèce de bataille de vraiment donc des Romains contre les Germains et tout. Et il y avait cette idée donc de gloire qui est constante, parce que c'est quel nom veux-tu laisser dans l'histoire, l'immortalité. Donc il y a toute cette question-là. Et eux, évidemment, donc quand il y avait cette idée-là, moi aussi, à une certaine époque, j'aurais tout donné pour en laisser mon nom dans l'histoire. Peut-être que je n'étais pas assez intelligent pour ça. Mais bon, peut-être que vous avez aussi cette ambition-là quand même que de dire, est-ce que plus tard, donc les gens vont se souvenir de mon nom, répéter mon nom, qu'est-ce que je suis devenu, est-ce que c'est bon, même pour nos parents, à la limite aussi, c'est important que de bien paraître, de faire leur gloire à eux, on pourrait dire ça. Alors donc, leur but, c'est la gloire. Donc, évidemment, c'est pas plus compliqué que ça. C'est simple, hein? C'est simple. Il n'y a rien de compliqué là-dedans, je vais être glorieux. Il faut évidemment travailler pour ceci. Alors, donc, on sort, donc 15-24, 15-85, et Joachim du Bellay, donc, en sont les principaux représentants. Alors, je pourrais nommer une gang de poètes, évidemment, puis dire quels sont les 2 principaux représentants des poètes de la Pléiade. Bien, évidemment, il faut retenir Ronsard. Surtout, là, quand même, plus tard, dans un mot croisé ou n'importe quoi, vous dites, c'est comme Ronsard, ça, oui. C'est qui Ronsard? Ça peut être la Pléiade, il est vachement sympathique et tout. Alors, donc, quand même, c'est bien donc, pour cette espèce d'idée de culture générale. On a parlé donc au dernier cours, donc de formation humaniste, qui est vraiment quelque chose qui est fascinant, qui est très important pour tout le monde, dans le fond. Moi, je pense qu'il faut mieux être bon un peu dans tout que vraiment, ça dépend. C'est sûr qu'il faut se spécialiser un jour pour vraiment notre métier, là, c'est certain, là, mais être bon un peu dans tout, c'est toujours assez sympathique. Alors donc, Ronsard, on le surnomme le prince des poètes. Alors donc, Brian, bon, je ne pense pas de poser cette question-là si facile, donc qui est le prince des poètes, là, mais bon, quand même. Alors, si jamais, évidemment, dans un jeu questionnaire à la télé ou n'importe quoi, dans un génie en herbe, vous voyez donc qui surnomme-t-on le prince des poètes? Bien, c'est Ronsard, évidemment. Prince des poètes ou poète des princes, parce qu'il travaillait pour la cour, c'est le premier qui est, disons, sponsorisé, donc pensionné, c'est plus beau comme terme, là, pensionné par le roi, évidemment, donc c'est pour ça qu'on l'appelait comme ça. Donc son œuvre est assez immense, évidemment, donc en poésie engagée, donc une épopée, il a même écrit une épopée. Alors on disait, l'épopée, ça appartenait au Moyen-Âge, mais il va écrire une épopée. Évidemment, donc, on a parlé tantôt, donc son but au poète maintenant, ce n'est plus de divertir, c'est justement de valoriser donc, ou de célébrer le monarque. Et ici, le monarque, c'est François Ier. Alors donc, il va écrire une œuvre qui s'appelle La Franciade pour donc François Ier, pour la France, pour François Ier. Alors, donc, vous voyez, donc, quand même, c'est une poésie engagée, on pourrait dire. Poésie lyrique, donc un peu comme
Mignonne, allons voir si la rose. Ou sinon, donc, un très, très beau poème que vous avez aussi, donc, de Ronsard, ce sont les sonnets pour Hélène. Donc, Ronsard a écrit donc 3 recueils, si on veut. Un recueil consacré à la jeune fille, donc la fille donc mignonne, allons voir si la rose, donc la fille de 12-14 ans. Un autre consacré à la femme de 20 ans, par exemple, puis un autre consacré à la femme de 30-40 ans, qui à l'époque est vieille, si on veut. Et ici, donc, Hélène, c'est donc cette femme plus vieille, si on veut. Donc, il dit « Quand vous serez bien vieille au soir à la chandelle ». Donc, il dit... Donc, ce sont des alexandrins. Vous verrez donc à la page 66. Donc, c'est vraiment un sonnet. Donc, 2 quatrains, 2 tercets, avec les rimes A, B, B, A. Donc, vous savez, alors, quand vous serez bien vieille au soir à la chandelle, assise auprès du feu, dévidant et filant, direz, chantant mes vers, en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Lors vous n'aurez servante ayant telle nouvelle, déjà sous le labeur, à demi sommeillant, qui, au bruit de Ronsard, ne s'aille réveillant, bénissant votre nom de louanges immortelles. Donc, il la chagrine un peu, il la querelle un peu en lui disant, écoute, tu sais, quand tu étais jeune, je te célébrais, je t'ai écrit de la poésie, tu étais super belle et tout, mais toi, tu voulais pas rien savoir de moi. Un peu comme on disait Pétrarque, la femme, donc, elle écrivait, elle n'avait pas donc aimé l'homme, bon, tout ça. Alors, il dit, je serai sous la terre et fantôme sans eau, par les ombres myrtreux, je prendrai mon repos. Il dit, quand je serai mort, c'est ce qu'il dit, vous serez au foyer une vieille accroupie, donc tu seras vieille plus tard, regrettant mon amour et votre fier dédain, vivez et m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Donc, on revient avec cette question donc, du carpe diem en disant, ben, tu aurais dû dans le temps saisir ta chance dans le temps que tu étais là et que je te célébrais. Maintenant, ben là, tu es vieille et il n'y a plus personne donc, qui t'aime ou qui te célèbre. Alors, il y a un peu cette question donc, du carpe diem, mais vraiment un très, très beau poème sur la mort, sur la vieillesse, évidemment, donc en tout ça. Alors, donc, c'est ici Ronsard, sale gueule quand même. Bon, il a sûrement été plus beau que ça étant plus jeune, mais quand on vieillit, on est toujours un peu moins beau. Alors, donc, on dit donc quand ils vont piller, donc, ils pillèrent Pétrarque, c'est-à-dire qu'ils vont emprunter à Pétrarque, le sonnet. Donc, c'est lui, Pétrarque, qui va inventer donc, le sonnet, tel que vous avez, donc, quand je le répète, donc à la page. Donc, 66, donc, exemple, genre, donc, de sonnet, qui va, donc, ensuite de ça, vraiment être, disons, le modèle, donc, à suivre, hein, donc, quand c'est le sonnet. Donc, l'Antiquité, donc, ils vont utiliser l'ode qui était utilisé donc, à l'Antiquité. Ils vont abandonner, donc, les formes du Moyen-Âge. Le sonnet, donc, est l'alexandrin, donc, c'est ce qui va devenir la forme. Donc, je disais, donc, la forme et le maître. Donc, le maître, c'est la mesure donc des vers. Vous savez, donc les alexandrins, c'est 12 syllabes. 8 syllabes, c'est un octosyllabe. Décasyllabe, c'est 10. Donc, en tout ça, alors vous avez donc en tout ça dans ce qu'on aurait été supposé de lire ensemble dans les pages 29 à 32 du guide méthodologique. Mais comme on doit couper un petit peu, donc j'ai coupé là-dessus. Quoique c'est super intéressant quand même, mais c'est plus, disons, plus technique. Là. Mais c'est important aussi de bien comprendre, de voir un peu, donc, si ce sont des rimes riches, des rimes riches, évidemment, donc, c'est des rimes où il y a 3 sons. Hein, donc, si on dit, il y a des rimes suffisantes, des rimes pauvres, alors même quand des fois on regarde nos chanteurs américains ou français, peu importe, on peut se dire, on peut regarder leurs rimes si elles sont riches ou si elles sont pauvres ou si elles sont suffisantes. Alors, on voit si le gars, c'est vraiment un poète, s'il recherche vraiment donc, la musicalité parfaite dans ses rimes ou s'il se contente de « ami perdu ». C'est bon, on s'entend, alors ça, c'est une rime insuffisante, une rime pauvre, pardon. Alors donc, le sonnet et l'alexandrin, évidemment, qui vont s'imposer. On se souvient que dans les chansons de geste, c'était plus le décasyllabe. On avait parlé donc en tout ça. Donc, c'est la forme et la maître la plus utilisée donc, en poésie. Alors, évidemment, c'est une poésie qui est raffinée, hein, quand même. Oui, on peut dire aussi qu'effectivement, donc à la Renaissance, l'influence du poète donc grandit sur le plan intellectuel, hein, comme sur le plan politique. Et il y aura donc une nouvelle fonction donc pour le poète, évidemment, donc celle d'un poète engagé, celle d'un poète évidemment donc qui va vraiment donc parfois participer, si on veut donc à l'élaboration de trucs plus politiques, de discours, par exemple, ou de choses comme ça. Donc, on voit quand même qu'il y a vraiment donc, un changement important donc, du rôle du poète. D'ailleurs, évidemment, donc, même de façon générale, le rôle des intellectuels, il était quand même très, très...
les intellos ont été très importants, les écrivains, les poètes. Hein? Donc, on fait beaucoup de politique. Victor Hugo, par exemple, Lamartine, Voltaire, donc au 18e, était donc le conseiller du roi de Prusse. Voltaire, donc, recevait à la fin de ses jours plus de 100 personnes par jour. Donc, pour toutes sortes de questions. Donc, ces hommes-là étaient vraiment donc, très, très adulés. Jusque même en 1950-60, lorsque, par exemple, Jean-Paul Sartre ou Albert Camus donc, parlaient à la radio, ben, tout le monde écoutait Jean-Paul Sartre puis Camus parler de politique, parler donc de ci, de ça, de trucs comme ça. Malheureusement, aujourd'hui, donc, c'est plus tout à fait le cas. Donc, même nos hommes politiques sont souvent des anciens hommes d'affaires qui n'ont pas vraiment une culture politique comme les gens comme Parizeau, par exemple, les grands hommes, même Trudeau, père, que j'aime pas du tout, vraiment pas, mais je peux reconnaître son savoir, sa culture vraiment, tandis que son fils, on s'entend qu'on est loin des grands intellectuels, donc économiques, on s'entend, bon, avec un bac en théâtre, je veux bien, là, mais je n'ai rien contre le jeune, là, si ça va, mais quand même, bon. Alors, je sais que certains d'entre vous l'aiment peut-être, mais bon, je sais ça. Alors donc, maintenant, donc l'autre personnage important quand même des poètes de la Pléiade, lui, il fait de la poésie, mais ce qui est important, c'est qu'il a écrit le premier manifeste de la défense de la langue française. Donc, on est en français, donc on a parlé tantôt de l'édit de Villers-Cotterêts, donc machin, alors, donc on est dans cette idée-là, et là, donc lui, Dubellay, va écrire une œuvre qui s'appelle « Défense et illustration de la langue française ». Donc, c'est le premier manifeste de la littérature française, vraiment donc pour défendre donc cette langue qui est vraiment donc qui naît d'une certaine façon donc parce que c'est quand même au 17e siècle le siècle d'après avec l'Académie française qu'on va mettre les normes précises donc de la langue française et ici on est vraiment donc dans cette espèce donc de défense de la langue française parce que le latin est encore très important parce qu'évidemment et ça émerge un peu partout donc cette espèce d'idée là je ne l'ai pas dit tantôt, mais même en Italie, notre ami Pétrarque, donc lui, il va prendre le toscan, c'est la langue, disons, parce qu'en Italie, c'est le latin, partout, ils ont le même problème, là, dans toute l'Europe. Il y a la langue du pays émerge, mais le latin, il domine. Alors, Pétrarque, lui, il va faire du toscan, donc la langue officielle de la poésie, donc, et Dubellay veut faire la même chose. Et là, c'est assez le latin. On va vraiment écrire en français. On va se fier à la culture latine. On va s'inspirer de eux, mais on va vraiment donc écrire en français. Et là, on va défendre vraiment donc ça. Alors, donc, la première partie, ce qu'on veut faire, c'est défendre évidemment le français contre la suprématie du latin. Évidemment, l'idée n'est pas nouvelle, mais là, on va écrire un manifeste. On va vraiment, donc, et un manifeste, c'est vraiment, donc, quasiment descendre dans la rue puis revendiquer le français. Là, c'est pas juste une thèse ou un truc comme ça. On est vraiment, donc, accro à cette idée-là. Et évidemment, donc, deuxième point, donc, on veut faire de notre langue vulgaire l'égale, donc, de la langue latine, donc, par l'imitation des anciens. Alors, c'est un peu cette idée-là. Donc, on veut d'une part, donc, montrer sa suprématie, mais en même temps, donc, on se dit, ben là, on veut quand même limiter. Là, les anciens, on veut pas. Alors, on veut vraiment donc, amener donc, donc, il y a deux aspects importants. J'en parlerai pas plus, évidemment, parce que ce qui est important, c'est de retenir quand même cette idée du manifeste, donc de retenir le titre, évidemment, de cette œuvre-là, parce que c'est très important donc, pour la langue française. Donc, c'est le premier manifeste de défense de la langue française. Donc, attendez un petit peu. Non, ça va. Bon, ça va. OK, bon, quelques procédés d'écriture quand même, juste pour terminer. Donc, je vais un petit peu plus vite. Là, mais bon, tant mieux, je suis content. J'ai réussi, j'ai peut-être trop coupé, là, mais j'ai réussi quand même à passer donc, le cours que je devais déposer. Dans le fond, tant mieux, on l'aura vu ensemble. Alors, donc, je pourrais poser plus de questions si on veut là-dessus. Alors, donc, procédé d'écriture, donc le lyrisme. Donc, on l'a vu, je le dis toujours, parce qu'il y aura toujours dans l'examen nommer des caractéristiques du courant, nommer des procédés d'écriture du courant. Donc, toujours, pour la plupart des courants. Là, on n'aura pas beaucoup de courants. Quand même, on aura donc l'épopée, le courant courtois. On aura évidemment donc les poètes de la Pléiade et peut-être quelques questions sur le pétrarchisme, parce que ça va ensemble un peu de cette façon. Il y aura quand même 3 courants en littéraire, donc toujours 2 caractéristiques au moins ou 3 par courant, et aussi donc des procédés d'écriture.
Alors donc, le lyrisme est en traduction à travers une expérience personnelle de la dimension universelle de sa sensibilité. Donc, comparaison, métaphore. Tantôt, on a vu donc les antithèses, hein, qui est importante, les anaphores, donc parfois, qui ramènent donc la. Là, ici, donc, faites gaffe quand même, là. Quand je vais demander, donc, par exemple, nommer 2 caractéristiques du courant littéraire, mettons, de l'épopée. Donc, je veux vraiment, donc, ceux qui sont les plus représentatifs de l'épopée. Mettez-moi pas métaphores partout, parce que c'est sûr qu'il y a des métaphores partout. Mais on s'entend que, tu sais, chez les... on s'entend que, mettons, dans l'épopée, il y avait donc les hyperboles, par exemple. Donc, c'est des figures d'amplification, donc en répétition, hyperbole. Donc, ne faites pas la gaffe de mettre métaphore partout ou comparaison partout. Donc, choisissez vraiment les éléments les plus caractéristiques, si on veut, donc, de ces trucs-là. Donc, l'antithèse, ici, donc, l'utilisation du sonnet. Ça, évidemment, donc, ça serait une des caractéristiques très importantes chez les poètes de la Pléiade. En fait, un des procédés d'écriture, pardon, c'est le sonnet. Donc, ils n'utilisent pas d'autres formes, oui, là, mais quand même essentiellement, donc, du sonnet. Alors, donc, voilà pour ceci. Je vois si j'avais d'autres choses. Oui, donc ça, c'est ce qu'on aurait dû faire. Vous dites quand même, là, ben, on peut le lire ensemble, ne prenez pas de notes là-dessus. Là. Donc, c'est la musique, donc la poésie, le rythme, la sonorité. Bon, ça va. Alors, théoriquement, on aurait fait l'analyse. Donc, de quoi parle le poème, les thèmes principaux, les figures de style, la structure, la longueur des vers, comment compter les vers, le nom des vers, le genre de rime, est-ce que ce sont des rimes embrassées, donc des rimes plates, des rimes suivies, bon, genre de trucs comme ça, les qualités de rimes, des rimes pauvres, donc un seul son, des rimes suffisantes, 2 sons, et des rimes riches, comme astre et désastre. Vous avez le son as, T, puis E, R-E, donc 3 sons. Alors, ce sont des rimes riches. La disposition de la rime, donc les strophes, la forme fixe, c'est-tu un sonnet, c'est-tu machin. Alors, donc, on aurait pu voir ça, évidemment, ensemble. Mais donc, j'ai décidé, malheureusement, donc, de couper un peu. Vous le savez, c'est toujours un peu le même principe. Donc, j'ai remarqué aussi que lorsque je vous disais, donc, en bonne soirée et tout, donc, j'avais de moins en moins, donc, de retours. Alors donc, quand même, j'aimerais ça que, comme je suis super sympathique avec vous, que vous ne fermiez pas toute votre caméra. En début d'année, j'avais « Ah oui, bonjour, ok, ciao, merci, bonjour ». Là, c'est comme 3-4, on est parti. Wow. Alors là, évidemment, donc, je vous inviterai, s'il vous plaît. Donc, quand même, donc, on ne se revoit pas la semaine prochaine. Je n'ai pas de cours non plus à donner. Je l'ai disposé du cours, je me suis arrangé pour le condenser, pour vous le donner. J'aime mieux ça comme ça. Alors donc, au prochain cours, théoriquement, c'est consacré à l'étude. Donc, je vais vous envoyer d'ici vendredi, samedi, une préparation moins précise quand même, mais avec, donc, mettons, je sais pas moi, l'épopée, caractéristiques, auteur, œuvre, puis genre point d'interrogation. Point d'interrogation, c'est comme des questions surprises. Il y aura des questions d'histoire aussi, évidemment, peut-être des dates, mais je trouvais que les dates, c'était un peu trop facile. Fait que bon. Je vais aussi peut-être, je pense, augmenter la longueur de l'examen. Donc, je dirais, parce qu'on me l'a proposé dans un autre cours, là, qui disait « Ouais, M. Melançon, 60 questions, 60 minutes, c'est un peu difficile et tout. » Vous l'avez fait quand même, donc, pour le contrôle de lecture. Il y avait 15 questions en 15 minutes, ça a bien été pour la plupart, je pense. Là. Mais bon, je vais peut-être mettre quand même donc 60 questions, 1h15. Donc, je pense que ça serait donc correct, évidemment. Il faut bien se préparer. Vous avez droit à vos notes de cours. Donc, alors, quand même, donc, je pense que ça se fait relativement bien. N'oubliez pas, si c'est marqué 2 réponses ou plusieurs réponses, il faut avoir toutes les bonnes réponses pour avoir le point. Ça, parce qu'ils ne calculent pas de demi-point. C'est Forms, évidemment. N'oubliez pas aussi, donc je vais vous envoyer quand même des consignes, là, quand même. N'oubliez pas donc n'envoyez pas l'examen à 15. Mettons, nous, on va commencer à 10h15, 11h15. N'envoyez pas l'examen à 30. Là. Donc, je veux l'examen à 27, à 28, donc à 29, mais pas à 30. À 30, vous savez, ça ne prend pas. Et là, vous allez avoir 0. Parce que je ne peux pas corriger la moitié de l'examen, je n'aurai pas l'examen. Alors, donc, faites gaffe. Mais si vous manque 2 questions à répondre, 3 questions, vous envoyez l'examen quand même. Vous perdez 3 points au lieu de perdre 0. Donc, c'est un peu le problème donc, des examens à distance. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un peu comme ça. Alors, donc, n'oubliez pas cela. Alors, donc, je vais vous envoyer quand même donc, la préparation d'examen d'ici vendredi à samedi pour vous guider un peu donc, sur quoi étudier, des trucs comme ça. Et donc, au prochain cours, il n'y aura pas de cours Zoom.
Mais je vous enverrai quand même, donc, parce que je vais commencer mes grosses corrections. Je vous enverrai évidemment, donc, c'est ce qui était prévu dans le plan de cours. Si on regarde le plan de cours, c'était un cours prévu pour l'étude de l'examen. Donc, pour l'instant, donc, ça va bien. Et donc, je vous enverrai évidemment donc, un courriel, donc avec le lien, évidemment, le lien Forms, donc tout ça, et les consignes en disant, n'oubliez pas d'envoyer l'examen à 27 et 28 au lieu d'attendre à 30. Bon, d'indiquer votre nom. Donc, Mademoiselle Medjou. Oui? Vous avez une main levée, ça, ou? Non. Ah, Juste arranger mes cheveux, pardon. OK, c'est bon, c'est correct. Alors donc, est-ce que vous avez des questions? Oui? OK, mais parfait. Donc, sur ça, je vous souhaite un excellent week-end. On se revoit donc pas la semaine prochaine, mais évidemment, donc on se revoit le plus tôt possible. Si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire, évidemment. Non pas pour demander des questions d'examen, mais quand même, donc un plus possible. Alors, donc, à bientôt. Merci. Monsieur, Au revoir, monsieur. Merci, à bientôt. Bye bye. Merci. monsieur.